19h32, sur France Info, c'est l'heure du grand entretien. Et pour commenter et commencer, première réaction de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Victoire du PSG, j'imagine que vous avez regardé cette victoire hier soir. Est-ce qu'elle redonne la fierté au pays, comme l'a dit le chef de l'État ? C'est un exemple à suivre. Le chef de l'État l'a dit et c'est un bon exemple juste avant la Coupe du Monde. Donc souhaitons que ce soit de bon augure pour notre équipe nationale. Et c'est tout le sport qui était à la fête ce week-end, parce que nous avons eu aussi la très belle victoire de Wembayama en finale avec San Antonio, Moïse Kouamé au tennis. Donc les tricolores sont à la fête. Et dans cette équipe, il y a quelque chose de particulier, c'est le corps collectif. On pourrait même dire oui, un esprit mousquetaire, tous pour un, pour tous. Il y a deux choses de particulières dans son équipe, à mon humble avis. La première, vous avez raison, c'est le collectif. La deuxième, c'est que le patron de cette équipe, l'entraîneur, a apporté un nouvel esprit et qui pourrait d'ailleurs servir à la France tout entière, puisqu'il a cassé l'habitude traditionnelle en football, où les avants marquent des buts et sont à l'avant, les arrières sont à l'arrière. Là, il a donné la même consigne à tout le monde. Faites le boulot, soyez partout sur le terrain, courez, je veux voir tout le monde courir. Et cette idée qu'il n'y a pas de séparation entre la première ligne et la deuxième ligne, je trouve que c'est un formidable exemple pour la France tout entière. Et la jeunesse d'aujourd'hui. Et une mobilisation qui est indispensable quand on veut remettre de l'ordre dans un pays qui malheureusement est en souffrance. Vous avez vu, j'imagine aussi hier soir, ce qui s'est passé dans les rues de la capitale et un peu partout en France. C'est l'envers du décor, les violences, il y a eu de la casse. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, 780 interpellations, explique que la situation était sous contrôle. Vraiment. Vous avez l'expérience de ça, parce que vous avez affronté plusieurs semaines d'émeutes. Dans un contexte très différent. Tout à fait différent, bien sûr. En 2005. Et vous aviez fait jouer l'état d'urgence. Absolument, tout à fait différent, puisque là, nous sommes devant des événements sportifs, donc des événements prévisibles, qui sont susceptibles d'être préparés longtemps à l'avance. Mais à cet égard, il faut saluer la mobilisation des forces de l'ordre qui comptent des victimes parmi elles, et c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. La plus grande fermeté doit être au rendez-vous. Elle était sous contrôle, la situation, eh bien, comme le dit le ministre de l'Intérieur, selon vous, hier soir ? On voit bien, compte tenu des débordements, que ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a des leçons à tirer. Par exemple, en matière de maintien de l'ordre, je pense que l'un des objectifs les plus importants, c'est de séparer ceux que nous connaissons comme étant les plus violents du reste de la population qui veut fêter l'événement. Il faudrait le faire préalablement. Alors, il y a d'abord la traçabilité de ceux qui sont ces groupes violents et donc faire en sorte qu'ils puissent être isolés dans le cadre de ces manifestations et éviter qu'ils ne se mélangent avec la population. Je crois que très en amont, il y a une culture sportive aussi à développer, ce que font d'autres pays, notamment en matière de mobilisation citoyenne pour la préparation de ces événements, saturés par des citoyens qui sont chargés de surveiller ce type d'événements, d'accueillir, mais aussi de veiller à tous les débordements. Des volontaires, enfin, c'est des gens des volontaires en liaison avec la ville, en liaison avec les clubs, en liaison avec les associations. Il y a véritablement à davantage prendre en compte ce risque quadrillé par cette présence qui doit anticiper certains risques et isoler ces groupes violents que l'on connaît, que l'on voit agir et qui doivent ne pas se mêler à la foule de ceux qui sont là. Bruno pour de bonnes Retailleau raisons. parle de rituels qui se répètent et s'aggravent, comme une forme de culture de la violence ou de l'émeute qui s'installe. C'est pas la première fois dans le pays. Est-ce que vous avez les mêmes mots ? Comment vous les jugez, ces violences ? Inacceptable, et il y a une forme d'exutoire qui s'exprime à cette occasion. La colère qui s'exprime ici et là dans la société française. Propre à la France ? Prouve-la. C'est une particularité, malheureusement, que l'on retrouve plus souvent en France, et cette récurrence, on ne peut pas s'y habituer. Donc il faut casser ce cycle. La réponse sécuritaire est nécessaire, mais elle ne peut pas être la seule réponse. On ne peut pas uniquement surenchérir. Et donc je crois qu'il y a des dispositifs de maintien de l'ordre qui doivent être adaptés. Et il y a en amont un certain nombre de bonnes pratiques pour tous ceux qui aiment le sport et pour toutes ces grandes manifestations. Reconnaissons que ce week-end, nous avions 190 000 personnes en plus qui étaient accueillies pour des grands événements. Il y avait des concerts, notamment Aya Nakamura. Absolument, qui étaient présentes à Paris, et d'autres, Roland Garros. Et donc, il faut faire face à plusieurs risques à la fois. Ça implique véritablement une culture
de ces événements que nous n'avons pas suffisamment. Des forces de l'ordre, de la gestion du maintien de l'ordre. Bruno Retailleau, candidat dans la course à la présidentielle, parle de crise d'autorité qui ne se résoudra pas, dit-il aujourd'hui sur X, sans s'attaquer au désordre migratoire. Il fait un lien avec l'immigration et ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'il a raison ? Mais Bruno Retailleau est coutumier du fait, si je puis dire. Lier les événements, même quand ils n'ont que peu de choses à voir, c'est une pratique qui relève de l'amalgame. Je crois qu'il faut prendre les événements pour ce qu'ils sont, essayer d'apporter des réponses et éviter de faire de la politique politicienne, de l'idéologie dans ces circonstances. Ce sont des problèmes extrêmement distincts. Et évidemment, politiquement, on peut surfer sur cette vague. Je ne crois pas que ce soit tout à fait la meilleure réponse à apporter. La majorité des gens qui étaient là hier soir soient nés en France, à mon avis. Bien sûr, mais c'est pour cela que... Donc la question de l'immigration n'est quand même pas très bien posée. Absolument, mais nous avons à prendre en compte chacun de ces problèmes. La question de l'immigration pose la question à la fois de l'intégration de ceux qui arrivent en France, ceux qui sont illégaux, ceux qui, au contraire, arrivent dans des conditions de légalité. Il y a tout un travail à faire sur la politique de la deuxième génération, qui sont parfaitement français et qui, malgré tout, restent montrés trop souvent du doigt dans notre pays. Donc, nous devons distinguer. Et je crois que toute tentative de mélanger ces sujets complique à chaque fois la capacité d'apporter la juste réponse. Cette victoire, c'est aussi celle du Qatar, qui possède le PSG. Certains s'inquiètent d'une forme d'influence, certains même disent d'emprise économique sur notre pays. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas, ou s'en réjouir ? Là, nous sommes dans le sport. Il y a d'autres investissements qui sont faits par ailleurs et nous devons rester vigilants pour que la souveraineté française, c'est un des grands enjeux. Je pense que dans la campagne présidentielle, c'est une des grandes questions qui sera posée. Rester souverain, garder la maîtrise, ça se pose... C'est un risque avec le Qatar ? Ça se pose vis-à-vis de la Chine en matière industrielle, ça se pose vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne les plateformes numériques et l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui n'est pas limité à un pays, mais qui concerne aujourd'hui l'ensemble des domaines, le secteur financier, le secteur du numérique, de l'intelligence artificielle et bien d'autres. Il y a des gens qui ne vous portent pas forcément dans leur cœur et qui vous accusent, ou qui vous reprochent en tout cas d'avoir des liens trop étroits avec soit le Qatar, soit la Chine, même on a dit. Oui, mais est-ce que ce sont des choses que... Monsieur Geoffrin, vous êtes un grand journaliste, que ceux qui disent cela n'ont jamais pu apporter le moindre élément. Donc ça fait partie des rumeurs et des suspicions. On ne lutte pas contre les fantasmes. C'est facile. Vous avez travaillé pour des entités dans ces pays-là, j'imagine. Je n'ai jamais eu la moindre relation financière et ma société n'a jamais eu la moindre activité en liaison avec le Qatar. C'est une chose qui est bien établie, ce qui ne veut pas dire que d'autres responsables politiques n'ont pas, eux, beaucoup profité de cette relation, mais en l'occurrence, pas moi. Les casseurs, un mal français, c'est une question qui est posée dans le bandeau sur France Info. Il y a le maintien de l'ordre, il y a la question de l'autorité. C'est une vaste question, elle touche à l'éducation, elle touche à la question des parents. On peut s'attaquer à cette question-là véritablement, d'un point de vue politique ? Bien sûr, la question de l'autorité, elle commence par l'exemple. Elle commence par la capacité de l'État à faire respecter un certain nombre de principes. Et les mêmes qui prônent l'autorité sont parfois prompts à déboulonner l'État de droit quand ça les arrange ou à critiquer. La même personne que vous, à Bruno Retailleau. Et en ce qui concerne... Vous pensez que ces critiques de la... Mais je crois qu'il faut être conséquent, il faut être cohérent. On ne peut pas à la fois critiquer telle et telle disposition française, législative ou juridique, et en même temps vouloir systématiquement recourir à l'autorité en plaidant pour la surenchère. Et c'est pareil pour le droit international. Vous savez, nous sommes dans un pays où il faut accepter de respecter des principes. Sanctionner les parents le principe d'autorité. De ceux qui cassent. Mais vous faire payer les casseurs, ça peut être des solutions. Là encore, c'est la droite et l'extrême droite qui mettent ces propositions sur la table. Bonne ou mauvaise idée ? La surenchère, c'est la seule solution que trouvent ceux qui, en désespoir de cause, considèrent qu'il faut constamment sanctionner. Ce sont les mêmes qui, il y a 20 ans, étaient pour la fessée, étaient pour les gifles, considérant que ce n'est qu'en étant sévère physiquement qu'on pouvait obtenir un résultat. Cela ne conduit pas, on le sait tous, au résultat que l'on souhaite. Donc il faut embarquer
l'ensemble de notre société. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est, oui, en perte de repères. Et les réseaux sociaux, toute une série de nouveaux éléments contribuent à cette perte de repères. L'exemple, c'est un premier élément. La capacité à fixer une exigence avec eux et à les accompagner. Et puis, c'est le travail de l'éducation aussi. L'éducation au sein de la famille, mais aussi l'éducation à l'école. Et que les bonnes pratiques sportives puissent s'apprendre dès l'école, ça fait partie de ces réflexes qu'il faut essayer de développer. Il y a une culture de la vie en commun. Il y a une culture de la vie commune qui est essentielle et qui doit reposer autour de valeurs. Bon, vous n'êtes pas candidat, mais si vous l'étiez, vous, président, il faudrait revaloriser les professeurs, mettre le paquet sur l'éducation. Nous avons une chance historique. Nous arrivons dans une période où, pendant les 10 prochaines années, il y a 1 700 000 élèves qui vont... qui ne seront plus là. Donc, la question se pose de savoir comment nous allons affecter les montants qui sont aujourd'hui dans notre budget et est-ce que nous allons l'utiliser pour... On peut pas en profiter pour faire des économies. Alors, on peut en profiter pour faire des économies. Je crois qu'il y a une urgence à revaloriser la situation des enseignants. La situation des enseignants, quand on la compare à un certain nombre d'enseignants étrangers, elle est catastrophique, elle est inacceptable. Europe, et puis, on peut aussi repenser notre façon de concevoir l'école comme lieu. Est-ce que l'école, c'est simplement une école où on développe l'intelligence, ou est-ce qu'on développe aussi la personnalité, la sensibilité? Donc, il y a une autre façon de pratiquer l'école et de s'ouvrir à tous ceux qui font face à des difficultés et qui sont souvent en marge de ce système scolaire. On va évidemment parler de la situation internationale parce que votre voix pèse sur ce qui se passe au Moyen-Orient, sur ce qui se passe au Liban. Dans un instant, vous êtes évidemment ancien ministre des Affaires étrangères. Mais puisqu'on est sur le national, essayons d'y voir un peu plus clair. Vous avez créé un mouvement qui s'appelle le mouvement humaniste. La France humaniste. Vous êtes un peu l'homme politique de droite préféré des électeurs de gauche. Jean-Luc Mélenchon vous respecte. Vous êtes allé à la fête de l'humanité. Votre mouvement, il penche d'un côté, d'un autre? Mon mouvement, il se fixe un objectif simple. Je regarde la carte politique française. Vous avez 2 masses de granit, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Et puis, vous avez au milieu un plateau océanique avec un archipel qui, tel l'Atlantide, est en train de couler au fond de la mer. Dans ce contexte, si l'on veut sauver quelque chose... quel que soit le regard que l'on porte sur les différents partis politiques du bloc central aujourd'hui. Tous font face à des difficultés et il n'y a personne qui peut prétendre rassembler les Français. Donc, le travail me paraît être, de façon prioritaire, de rassembler les Français. De les rassembler... Plutôt les gens qui sont dans cet espace central ? Mais sans du tout oublier les autres. Sans exclusive. Les rassembler aujourd'hui, quand tout flotte ou tout coule, c'est d'abord créer des ponts, créer des passerelles. Et le moment venu, eh bien, ces ponts et ces passerelles avec la droite, avec la gauche, avec LFI, avec les électeurs du RN. Et sans exclusive. Non. En l'occurrence, nous avons ces 2 masses de granit qui, elles, sont bien identifiées et solidement constituées. Donc, c'est tous ceux qui flottent entre les deux, avec l'idée de ne pas demander à chacun d'abandonner ses convictions. L'idée du débauchage me paraît complètement périmée. Alors, si vous Il faut voulez... au contraire les prendre tels qu'ils sont. Un socialiste n'a pas envie d'être autre chose que socialiste. Donc vous voulez dépasser les clivages. C'est-à-dire que je pense qu'il faut rassembler des sensibilités, des forces politiques en acceptant leurs différences. Ça a été en d'autres temps... Alors, il va falloir concevoir un projet... Exactement. Un projet qui soit ouvert. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu caricatural à dire. Emmanuel Macron a essayé déjà, mais ça n'a pas bien marché. Mais en l'occurrence, non, il a essayé, il n'a pas véritablement tenté. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est, avant même de déclarer sa candidature, chercher à rassembler. Si vous déclarez votre candidature et vous dites « moi, je veux rassembler », ce que font d'ailleurs certains, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, eh bien, oui, rassembler autour de moi. C'est un peu limitatif. Moi, je considère que la bonne démarche, c'est de rassembler, de conjuguer des forces politiques et à partir de là, de voir celui ou celle qui sera le mieux placé pour se lancer dans la bataille. Vous voulez prendre les forces politiques existantes pour les rassembler ou vous parlez des électeurs? Mais les électeurs, les forces politiques qui sont toutes orphelines. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la fragmentation politique, au sein de LR ou au sein du Parti socialiste, vous avez un candidat qui souhaite se déclarer.
vous avez 3 ou 4 candidats qui surgissent immédiatement. Il y a bien un moment où il faudra être vous voyez réaliste comme un et recours. choisir ceux qui seront les mieux placés pour gagner face au Rassemblement Pour national. l'instant, le recours dans les intentions de vote, on n'y est pas puisque vous êtes crédité de... Mais je ne suis pas cadre. candidat. C'est vrai que vous n'êtes Je pas ne suis candidat. pas candidat. Et ça peut changer, Mais, Dominique de non, Villepin. je ne suis pas je vous candidat. l'accorde si vous le Je si ne vous suis l'êtes. pas candidat, mais je suis en campagne d'idées, de rencontres et de projets. Alors, en campagne Donc, d'idées, vous voyez, pour vous démarche situer, Dominique de active. Villepin, Oui. puisque vous êtes testé sans même être candidat, c'est une Vous voyez, forme de ils privilège. sont très généreux. J'aimerais qu'on puisse savoir sur quelques questions très importantes pour les Français, qui seront au cœur de la campagne, où vous êtes, où vous situez. Déjà, la dette, stop ou encore? Donc, bien sûr qu'il faut la réduire dans le cadre 3 000 milliards d'euros. dans le cadre d'une trajectoire pluriannuelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 5 minutes sur un Bien coin de sûr. table. Donc donnons-nous 4, 5 ans de façon à revenir au 3%. Énormément. Il faut donc un sérieux budgétaire ou une rigueur budgétaire. Mais bien sûr, peut pas rester ça à- s'impose à On nous. est à 5% de déficit pour ça. Bien sûr, donc il faut le avancer réduire, vers donc. les 3% Justement, pour y dans avancer, les 5 prochaines années. beaucoup de candidats dans l'espace central veulent toucher aux retraites. Les retraites, on travaille plus longtemps, au-delà de 64 ans? Stop? Alors, Encore? Vous Là. avez dit que vous aviez un projet pour les retraites. Alors, J'ai un c'est le projet moment pour les de le- retraites que j'ai- c'est le que moment j'ai- de le donner. que j'ai énoncé il y a un an, qui est de cesser d'être obsédé par la fixation d'un âge pivot. Et donc, je rallie volontiers la position qui a été celle de Laurent Berger et Donc vous de êtes la pour ce secrétaire qu'on appelle une générale de la retraite à points à ce moment-là. une retraite à points avec une part De capitalisation. capitalisation publique. Et de ce point de vue-là, je tiens à cette idée de public avec la création Contrairement à Gabriel Attal. avec la création d'un fonds de souveraineté et de solidarité qui permettra de recueillir une partie de l'épargne des Français avec un intérêt substantiel Le problème de- qui permettra de maintenir en France et d'investir en France sur des grands projets Alors, de la transition Mais le problème de la écologique. capitalisation, Ou- c'est qu'on en a les fruits beaucoup plus tard. quoi. Donc ça ne Oui. résout pas la question immédiate. Oui, mais ça, Du déficit et de la dette. oui, ça résout la question de la dette, ça résout surtout la question des grands investissements qu'il nous faut Oui, ça peut faire. financer l'investissement. Ben oui, mais qu'est-ce que sera la France si nous ne sommes pas capables de lancer le chantier de l'intelligence artificielle et si nous subissons la dépendance vis-à-vis de l'Amérique dans ce domaine? Que serons-nous si en matière écologique, nous ne sommes pas capables d'apporter les réponses indispensables? Tout cela coûte cher. C'est très clair. Et nous avons besoin de les financer. Pour vous situer également sur les impôts, stop ou encore? Vous avez vu qu'il y a une proposition qui monte énormément pour Alors, donner sur- du pouvoir d'achat, enfin augmenter les salaires dans ce pays. C'est vraiment la priorité des Français. Pourquoi pas augmenter la CSG, la TVA? Elle monte dans l'espace central, justement, cette proposition. La priorité, c'est touche aux impôts c'est de revenir après 10 ans où la politique qui a été menée a perdu toute vocation à l'exemplarité, de revenir à l'exigence de justice sociale. Donc je suis pour que nous sollicitions d'abord la contribution de ceux qui sont les plus aisés. Dans notre pays, il faut donner l'exemple. On a vu en 2017 que la première décision du gouvernement, ça a été de baisser les APL et de supprimer l'impôt sur la fortune. Je crois que nous On le rétablit. devons redonner des signaux à notre pays de ce que la justice sociale ne sera pas la variable d'ajustement et dans la mesure où il y aura des efforts à faire, il est important que ce soit les plus aisés qui donnent l'exemple. Ça veut dire rétablir l'IFI comme il était ou bien aller Alors, au-delà? Mais une Parce fois de qu'il y a- plus, Il y a des propositions. Il y a cette taxe Zucman, par exemple. mettons les Vous êtes choses sur la favorable? table. Et merci, Laurent Geoffrin, de poser cette question parce qu'elle va de pair avec celle des retraites. Il nous faut une méthode. Nous avançons sans méthode depuis trop d'années. La méthode, c'est de faire en sorte qu'un consensus puisse émerger. Une de mes convictions, c'est que n'importe quel candidat qui sortira de l'élection présidentielle, avec 50% plus une voix, ne pourra pas faire de grandes réformes dans ce pays sans un très large soutien de la population. La méthode, que ce soit une commission des sages pour les retraites, que ce soit une conférence sociale, que ce soit une convention citoyenne, puis un référendum, elle doit conduire à faire émerger une volonté générale. Notre pays a perdu la référence de l'intérêt général. Donc moi, je tire les leçons des erreurs que j'ai moi-même commises. Vous avez eu la gentillesse de citer le CPE. Tirons les leçons des échecs. La réforme des retraites abandonnée par Emmanuel Macron est un bon exemple. Et faisons en sorte de construire un chemin qui, sur le plan de la cohésion de la société de notre pays, rende le plus acceptable possible l'effort indispensable qu'il faudra faire.
Je voudrais qu'on parle de l'international. Les Français vous écoutent sur ces sujets-là. Au Moyen-Orient, c'est toujours l'impasse diplomatique entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump dit peaufiner sa réponse aux Iraniens, mais il menace toujours de frapper. Il dit même que l'Iran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible de parvenir à un accord ? Alors c'est très difficile, et c'est d'autant plus difficile que cela passe par un constat que ni les États-Unis ni Israël ne sont aujourd'hui prêts à faire. C'est que la voie qu'ils ont employée ne pouvait conduire qu'à l'impasse. Il faut constater l'impasse de l'utilisation de la force sans stratégie politique, et à partir de là, reprendre chacun des sujets là où on l'a laissé. Ce qui veut dire, sur le nucléaire, reprendre une négociation sérieuse. Ce n'est pas en 15 jours, ni même en 60 jours, qu'on peut régler la question nucléaire. Ne pas oublier la question des missiles qui menacent les États du Golfe comme Israël. Ne pas oublier la question du Hezbollah et du Hamas. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, tout est lié. On ne peut pas isoler la question de l'Iran, de la question de la Palestine et de Gaza et de celle du Liban, aujourd'hui si durement touché. Quel moyen de pression on peut avoir contre le meilleur régime iranien. Alors, le meilleur moyen de pression que l'on a sur le régime iranien, c'est que malgré tout, ces interventions successives ont profondément frappé le régime iranien, et en particulier sur le plan économique. Donc, ils ont besoin d'une bouffée d'oxygène en matière financière. Ils ont donc besoin d'obtenir les bases d'un accord, et notamment les avoirs gelés. Et les États-Unis ont besoin de sortir de ce guêpier qui, aujourd'hui, tient le monde entier suspendu à la situation dans le détroit d'Ormuz. Donc on est dans une situation... Donc un mauvais accord, ou un accord pas forcément parfait, est meilleur est toujours préférable qu'un mauvais accord ? Un processus politique doit être engagé, et nous devons exiger la garantie d'un bon accord, mais ça prendra du temps, mais le faire sur des bases qui soient des bases clairement et sérieusement posées. Et pour cela, nous devons aider l'Amérique, qui est en total désarroi diplomatique, qui n'a pas le savoir-faire diplomatique pour gérer une situation aussi complexe. Et de ce point de vue-là, j'estime que l'Europe et la France devraient être davantage en initiative, davantage en proposition, parce que ce n'est pas M. Witkoff ou M. Jared Kushner qui vont trouver la réponse à la grande question nucléaire iranienne. Vous mentionniez tout à l'heure le Liban. La nouveauté, c'est que Benjamin Netanyahou a étendu son offensive au-delà du fleuve Litani, donc au-delà de la zone sud, la zone tampon. Il a planté son drapeau aujourd'hui dans la forteresse médiévale de Beaufort, au nord du fleuve Litani. C'est à la fois symbolique et stratégique. Est-ce que vous craignez une nouvelle occupation d'Israël au Liban ? Nous y sommes. C'est pas que je crains, c'est que c'est la réalité aujourd'hui quotidienne. Vous pensez qu'ils veulent rester ? Je pense que Benjamin Netanyahou a besoin de se mettre en position de force pour préparer les élections. Il le fait au Liban en grignotant tous les jours un peu plus le territoire libanais, et il le fait à Gaza, puisque désormais, c'est 70% du territoire de Gaza qui va être occupé. Lui dit que c'est le seul moyen d'éradiquer le groupe terroriste du Hezbollah au Liban, qui n'est pas que dans le sud. Nous le savons bien. Ils n'ont pas réussi à éradiquer le Hamas, qui continue à représenter une force, même si elle est très affaiblie, et ils n'ont pas éradiqué le Hezbollah. Donc, quelle est la solution ? La solution, c'est de viser un véritable désarmement et du Hamas et du Hezbollah, ce qui implique un processus diplomatique qui a pour première conséquence d'imposer à Israël de se retirer de ces territoires. Donc je crois que là, il y a un phasage, il y a une exigence stratégique qui s'impose. Paris demande une réunion d'urgence, c'est la responsabilité de la communauté internationale. L'Europe, avec les États du Golfe, nous avons effectivement demandé une réunion du Conseil de sécurité. Là aussi, les moyens de pression sur Israël sont pratiquement nuls de la part des Européens. Mais c'est là où il faut placer Israël devant ses responsabilités, et c'est là où nous devons utiliser tous les instruments qui sont les nôtres vis-à-vis du gouvernement Netanyahou. Nous sommes trop faibles, nous sommes peu cohérents, et nous n'existons pas sur la scène diplomatique. Il faudrait menacer de rompre les relations ? Mais ce n'est pas menacer de rompre, c'est utiliser les outils qui sont les nôtres, les moyens de pression, l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est indispensable à Israël. Il ne s'agit pas du tout de mettre en cause la sécurité d'Israël. Il s'agit de faire comprendre à Israël que l'insécurité qui est créée par la politique
menée aujourd'hui par Israël menace toute la région, menace l'équilibre économique international et menace directement les intérêts de l'Union. Dominique de Villepin, avec Laurent Geoffrin, on voulait aussi vous interroger sur la Russie et plus particulièrement sur ses réseaux en France. Xenia Fedorova, l'ancienne patronne d'RT France, la chaîne Russia Today, interdite de diffusion en France depuis, et d'ailleurs dans toute l'Europe, l'invasion de l'Ukraine en 2022. Cette femme a antenne ouverte sur CNews pour dérouler sa propagande russe. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est tout à fait anormal. Les conditions dans lesquelles cette ancienne responsable et journaliste, qui n'est peut-être pas d'ailleurs journaliste, séjourne en France doit être clarifiée. Dans quelles conditions un visa a pu être accordé ? Quels sont... Le cas échéant, il faudrait le supprimer ? Pardon ? Le cas échéant, il faudrait le supprimer ? En tout état de cause, examiner et connaître, comme dit très bien la police, les tenants et les aboutissants. Mais vous souhaitez des sanctions, l'Arcom est saisi. Mais je souhaite d'abord la lumière. Vous voyez, je ne veux pas faire des conclusions prématurées, mais connaissons les raisons de sa présence en France. Elle est peut-être là pour des raisons extrêmement importantes. Il n'y a pas de raison qu'on le cache Mais aux elle a toute Français. sa place sur CNews ou pas pour vous ? Mais CNews est une chaîne d'opinion. CNews doit assumer le fait de donner la parole à quelqu'un qui critique directement les intérêts de la France et de l'Europe. Je trouve cela curieux. Mais enfin, entre vous et moi, ce n'est pas la seule chose curieuse sur cette chaîne de télévision. Donc on entend bien qu'il y a dans cette interview le début d'un programme. Vous avez des idées à faire valoir, même un peu mouvement. Plus, si nous avions plus de temps, Vous verrez préparez qu'il y a beaucoup plus que le début d'un programme. Cette affaire, pour une terminer, émission de 3 heures. cette Voilà. affaire des statuettes quand même, nos confrères de complément d'enquête l'ont révélé, c'est un cadeau de l'avocat Non, ils Robert n'ont rien Bourgi, révélé du tout. C'était que vous avez accepté, que vous regrettez Oui, avoir accepté, mais ils n'ont rien révélé. vous Je concédez précise. une erreur. Non, oui, mais je précise. Cela a été à l'époque indiqué par M. Bourgi dans le cadre d'une interview donnée à Jean-Pierre Elkabbach en 2011, le 12 septembre 2011. Il avait déjà évoqué tout ça, donc vous voyez, Le il n'y a PNF rien de a très été nouveau. saisi, il y aura une Il n'y a enquête. rien de très nouveau sous le soleil. Si vous êtes mis en examen. Je ne crois pas que ce soit forcément ce qui se Donc en route, présente. Ce n'est pas l'option la plus... vous êtes en route vers l'Élysée, Dominique de Villepin. Eh bien, exactement. Merci de cette franchise. Merci à vous. Merci. Voilà, une quasi-déclaration de candidature sur France Info. Merci beaucoup, l'avez dit, Dominique ça y de est, Villepin.